Tout d'abord, le Hezbollah, lorsqu'il a déclenché son activité armée, ce qui est une première contre des Libanais eux-mêmes, remettait en cause des décisions qui avaient été prises par le gouvernement, dont il faut rappeler que ce gouvernement est jugé comme illégitime par le Hezbollah. Alors il y avait deux décisions qui sont d'une importance cruciale. La première décision du gouvernement, c'était de supprimer le réseau privé téléphonique qui est sous l'égide du Hezbollah et qui est évidemment pour lui très utile dans la perspective de la lutte contre l'État d'Israël. Et deuxièmement, l'éviction du responsable de la sécurité de l'aéroport de Beyrouth, qui est un très proche du Hezbollah, et responsable de la sécurité qui pouvait ainsi contrôler de près les différentes cargaisons d'armes, etc., qui passent par l'aéroport de Beyrouth. Donc ces deux décisions du gouvernement ont été considérées comme casus belli par le Hezbollah, qui a donc réagi assez vivement et avec une efficacité qui a surpris une nouvelle fois beaucoup d'observateurs, puisqu'en quelques jours l'affaire a été réglée, et c'était à la fois une victoire politique et une victoire militaire du Hezbollah qui s'est imposée dans plusieurs régions du Liban et surtout dans Beyrouth-Ouest tenu par les sunnites. Donc c'est fort de ce rapport de force, largement en sa faveur, que le Hezbollah a accepté de se rendre à Doha pour négocier avec les autres parties en présence au Liban. Alors la négociation, bien évidemment, a été longue, a été compliquée, elle a duré presque 5 jours, mais au total, les décisions qui ont été prises sont toutes en faveur du Hezbollah et correspondent toutes aux exigences sur lesquelles il n'a pas transigé lors de ces négociations. Ce qui est intéressant, c'est trois choses qui ont été conclues. Donc, la première, c'est l'élection, probablement dès aujourd'hui, demain ou après-demain, du président du consensus, Michel Sleiman. Rappelons quand même que cette élection a été reportée à 19 reprises et qu'il y avait un rendez-vous pour le 10 juin, je crois. Donc là, l'échéance a été avancée et le Hezbollah, ainsi que Michel Aoun d'ailleurs, ont accepté l'élection du nouveau président libanais, donc qui sera Michel Sleiman, ancien chef d'état-major de l'armée libanaise. Ils ont accepté cela à deux conditions. Tout d'abord, le fait de pouvoir accéder à une minorité de blocage au sein du gouvernement d'union nationale qui sera constitué. C'est un gouvernement probablement de 30 membres. Et la majorité avait proposé que la dite majorité puisse avoir 10 sièges, que l'opposition, donc le Hezbollah et Michel Aoun, puissent avoir 7 sièges, et que le reste soit désigné par le nouveau président de la République libanaise, Michel Sleiman. Or, ces chiffres ne correspondaient pas à la volonté du Hezbollah, puisqu'avec ces chiffres, il ne possédait pas de minorité de blocage. Finalement, il a accédé à son exigence d'acquérir cette minorité de blocage. Et puis, troisième élément, c'est la discussion sur une nouvelle loi électorale dont le principe a été acté. Bien sûr, maintenant, il va falloir la mettre en forme. Alors, pourquoi ? Parce que la nouvelle loi électorale, le découpage des circonscriptions représente un enjeu essentiel, puisque la dernière loi électorale date de l'occupation syrienne et que la représentation des Maronites avait été largement minorisée par les Syriens alors qu'ils occupaient le pays. Or, nous savons que la principale représentation politique des Maronites, en la personne de Michel Aoun, allié du Hezbollah, exigeait une nouvelle loi électorale de façon à ce que lors des prochaines élections législatives qui vont se tenir l'année prochaine, en 2009, eh bien, les Maronites, dirigés par Michel Aoun, puissent avoir une représentation parlementaire plus importante que celle qu'ils ne possèdent aujourd'hui. Donc sur ces trois aspects, victoire politique incontestable du Hezbollah, dont je rappelle que ce n'est possible que parce que le rapport de force militaire et politique était en sa faveur suite aux événements qu'on a évoqués précédemment. Alors, autre aspect, évidemment, qui a été mise en avant par un certain nombre des négociateurs, c'était la nécessité de procéder au désarmement des milices du Hezbollah. Et là-dessus, il y a eu un point de rupture, presque un point de rupture, samedi dernier, puisque quand cette question a été abordée, le Hezbollah a dit que c'était un point qui n'était pas négociable, et ils ont menacé de quitter l'enceinte des négociations. Depuis lors, et l'accord de cette nuit le confirme, il n'y aura pas désarmement des milices du Hezbollah, c'est en perspective. Bon, mais ça, ce n'est pas une nouveauté sur le terrain libanais.
mais le Hezbollah a toujours dit que de toute façon, tant que la question des tensions, pour le moins qu'on puisse dire, avec Israël ne serait pas réglée, il maintiendrait ses milices en défense du Liban. Donc cette question, là encore, a été réglée au moins temporairement en faveur du Hezbollah et en acceptant ses exigences. Incontestablement, alors c'est quand même une victoire politique positive parce que, rappelons-nous qu'il y a 2 semaines, seulement 2 semaines, tout le monde, tous les observateurs craignaient que les événements, les affrontements qui ont fait quand même une 60aine de morts ne dégénèrent, chaque camp étant très armé. On a constaté depuis maintenant un peu plus de 2 ans que la plupart des milices, pas seulement celles du Hezbollah, connaissaient un processus de réarmement généralisé, donc on a eu très peur. Bon, le pire a été au moins temporairement, et j'espère pour le plus longtemps possible, évité, et donc incontestablement cet accord est un bon accord puisqu'il évite le pire, il évite le spectre de la guerre civile, que le spectre de la guerre civile ne puisse se concrétiser. Donc ça c'est une chose très importante et je crois que la configuration politique au Liban est désormais un peu plus positive que ce qu'elle ne paraissait être il y a 2 semaines. Ceci étant, ne nous le cachons pas, nous le savons, le Liban est aussi un enjeu de conflit des puissances régionales ou de puissances extérieures à la région. Là, je pense notamment aux États-Unis, bien sûr. Donc, il serait totalement illusoire de croire que cet accord va tout régler. C'est un pas en avant incontestable. Et en même temps, la question sur laquelle le Liban bute et butera encore, parce que ça n'a pas été abordé ces dernières heures, c'est la question du système politique en tant que tel. C'est pas seulement la loi électorale, c'est pas seulement la minorité de blocage, c'est pas seulement l'élection du nouveau président, c'est la question d'un pays qui est basé sur un système communautaire et confessionnel. Or, il est temps qu'à terme, à moyen terme en tout cas, eh bien, les Libanais sachent se doter d'un nouveau système politique de représentation qui puisse tenter de dépasser les clivages communautaires, parce que tant qu'on restera dans cette logique, eh bien, le pire peut de nouveau émerger, d'autant qu'on le sait, dans la région, il y a quand même des puissances, et je pense tout particulièrement à Israël, qui n'ont peut-être pas un intérêt absolu à ce que le Liban soit véritablement stabilisé. C'est un paramètre non négligeable. On peut aussi penser au jeu des Iraniens sur le terrain libanais. Donc le Liban est souvent l'otage de luttes plus ou moins discrètes, plus ou moins secrètes entre des puissances extérieures. C'est une donnée malheureuse pour le Liban, mais c'est un fait.